La première fois que je l'ai vue, c'était à Marseille, 2 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux. Ce jour-là, elle a surpris tout le monde. Ce jour-là, elle était même plus qu'à la hauteur. Ce jour-là, on s'est regardé et on s'est dit, ça marche. Ça marche. Ce 24 juillet 2024, à Marseille, au Vélodrome, pour le match France-États-Unis au foot, elle a surpris tout le monde. Elle, c'est cette ferveur. Cette ferveur qui nous a plus lâchés jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Cette ferveur qui a surpris les athlètes, les spectateurs, les journalistes qui nous ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu pareil avant. Cette ferveur qui a surpris le monde entier. Alors pour moi, qui était au cœur du réacteur Paris 2024 depuis 9 ans, il faut avouer que tout se passait particulièrement bien. Peut-être même mieux que ce qu'on avait pu imaginer. Et ce grâce à la performance des athlètes français. Mais entendre parler sans cesse de magie me faisait doucement sourire et je me pinçais les lèvres pour ne pas révéler toute la machinerie qu'il y avait derrière. Vous savez, un peu comme au théâtre. Vous avez la scène, le rideau, les acteurs qui jouent parfois des émotions tellement vraies qui vous font oublier tout ce qui se passe en coulisses derrière. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Tout un travail collectif, parce qu'un désir collectif de faire briller la France entière devant le monde entier. Alors en coulisses, pour l'organisation, les 4200 salariés de Paris 2024, les 45 000 volontaires, les 30 000 forces de l'ordre. Pour le spectacle, les émotions, les athlètes, les principaux protagonistes, 15 000 athlètes venant de 206 pays différents, et les 1000 leaders d'ambiance qui ont allumé la mèche. Résultat, 12 millions de billets vendus, des millions de spectateurs partout dans les stades et partout dans les fan zones, 5 milliards de téléspectateurs, 5 milliards, et plus de 70% de la population française qui a regardé les Jeux à la télé. Alors pour un pays qui a beaucoup râlé, il faut le dire, tout le monde était un peu surpris, même les médias étrangers s'en étaient saisis, avaient remarqué pendant les Jeux, et le Wall Street Journal avait titré « La plus grande surprise des Jeux Olympiques, même les Français ne peuvent pas râler. » Ils n'ont rien à redire. Bon, c'était bien trouvé quand même. Mais alors comment sommes-nous passés de ce pays qui râle à ce pays qui gagne? Comment on a réussi à déclencher cette ferveur? Eh bien, avec Tony Estanguet, le président des Jeux, on avait un objectif. L'ambition, c'était de partager les Jeux avec tous les Français, que ces Jeux deviennent les Jeux de toute la France. Et ce n'était pas gagné. On avait un vrai enjeu d'acceptabilité. Il faut dire que 7 ans en arrière, ce n'était pas un sujet d'actualité. On avait malheureusement des attentats, une crise politique, sociale, le confinement, puis l'inflation, les guerres, et puis la petite surprise du chef à la fin. Ah, vous l'avez. La dissolution. Bon, on n'a pas été épargnés. C'est vrai. Mais ce qu'on voulait faire, c'était justement de connecter les Français au jeu. Et pour ça, on a une approche un petit peu différente. On a une approche par les communautés. Les communautés, c'est quoi? Ce sont des groupes d'individus qui partagent un même objectif, une même valeur, une même vision, et qui ont une identité en commun. Même le CIO, juste après le confinement, justement, avait fait évoluer sa devise, que vous connaissez certainement, la devise du CIO, qui est en latin « Situs altus fortus », plus vite, plus haut, plus fort. Il avait fait évoluer en rajoutant un 4e mot, qui est le mot « communautaire ». Communautaire en latin, ça veut dire « ensemble ». Et ça fait référence évidemment aux communautés. Alors les communautés, de quoi on parle? Dans vos organisations, dans votre entourage, vous avez forcément beaucoup de communautés à gérer. Ça peut être des salariés, des clients, des fournisseurs, des parties prenantes, des spectateurs. Nous, il fallait qu'on arrive d'abord à les identifier, ces communautés.
Une fois qu'on les avait identifiés, il fallait qu'on arrive à les cartographier pour savoir de qui on parlait très précisément et après de les prioriser. Avoir l'humilité de prioriser. À vouloir engager tout le monde, surtout dans un projet comme ça, on finit par engager pas grand monde. Et quand on avait fait ce travail-là, il fallait réussir à les faire bouger sur l'échelle de l'engagement. En gros, de faire en sorte que les gens qui étaient contre les jeux, parce qu'il y en a eu un peu, deviennent plutôt neutres, qu'on les entende moins, les neutres deviennent plutôt pour, et les pour deviennent plutôt des ambassadeurs des jeux. Alors comment on a fait très concrètement ? J'ai 3 règles à vous partager aujourd'hui pour engager des communautés. Avant ça, il y a un prérequis. Le prérequis, c'est la vision. Il faut avoir une vision très claire. Avec Tony Estanguet, notre vision, c'était de mettre plus de sport dans la vie des Français, de partager ces émotions du sport, cette passion du sport et ces valeurs du sport à l'heure où on en a bien besoin, surtout pour le mieux vivre ensemble. Et pour des sujets aussi un petit peu plus profonds, le changement de regard sur le handicap, la lutte contre la sédentarité. Donc notre vision, mettre plus de sport dans la vie des Français. Ensuite, 3 règles d'or pour engager les communautés. La première règle, c'est d'avoir un cadre, de leur proposer un cadre d'expression. Et le cadre, il peut être différent selon les communautés. Et ce cadre, plus il est partagé, plus il est co-construit, mieux il fonctionnera. Ensuite, donner du sens à l'engagement. Et c'est d'autant plus vrai après le confinement. On s'est tous posé quelques questions métaphysiques de quel est le sens à mon travail, à ma vie, à mon engagement associatif. On a besoin de donner du sens. Et ensuite, de valoriser toutes ces histoires authentiques qu'on a eues. Toutes ces histoires qui vont en inspirer d'autres, puis d'autres, puis d'autres, et à un moment donné, faire un effet boule de neige. Ça, c'était pour la théorie. Maintenant, comment on a fait ? Moi, concrètement, j'avais 4 communautés prioritaires à engager. Il y en avait beaucoup d'autres, mais j'en avais 4 à engager. La première, quand vous prenez vos cercles concentriques comme ça, vous prenez celle qui est la plus proche de vous, la plus importante. La mienne, c'était mon équipe. L'équipe de la direction de l'engagement. On était une 40aine en tout. Je les appelais la team des engagés engagés. Ils étaient à fond. Ils étaient à fond parce qu'ils avaient une mission très claire. La vision de Paris 2024, mettre plus de sport dans la vie des Français. Il y avait 3 responsables. Le premier responsable, il s'appelait Thibaut. Thibaut, il était en charge de la mobilisation du grand public, pas simple. Alors Thibaut, sa spécificité, c'était qu'il allait très vite dans sa tête, mais il allait aussi vite en débit de parole, donc il fallait le suivre. Et il avait à peu près une idée à la seconde. Pas simple non plus. La deuxième responsable, c'était Camille. Camille, elle gérait la mobilisation des personnalités, des ambassadeurs. Camille, énorme carnet d'adresses, et elle avait aussi à peu près une idée à la seconde. Et le dernier, c'était Raphaël. Raphaël, le maître des territoires, celui qui devait engager toute la France. Raphaël, c'était simple, il avait plus d'une idée à la seconde. Donc ça fait beaucoup d'idées à gérer, tout ça. Mais à eux 3, et avec leur équipe respective, ils ont réussi à connecter les communautés. Ils ont réussi à créer des milliers d'événements partout en France, à raconter des histoires authentiques et à faire passer ces jeux d'acceptables à désirables. La deuxième communauté que j'avais à gérer, c'était d'engager le territoire, les collectivités, les 36 000 communes, le mouvement sportif, les ambassades, parce qu'on a quand même 2 millions de Français à l'étranger. Et pour ça, il nous fallait un cadre. Quel était le cadre ? Pas simple, parce que les anneaux, le logo Paris 2024, sont protégés et sont préemptés par les sponsors. Donc il fallait qu'on trouve un cadre d'expression. Et avec le CIO, on s'est posé, et pour la première fois de l'histoire des Jeux, on a créé un label, le label Terre de Jeux 2024. Ce label, il a permis à beaucoup d'entités labellisées de faire vivre l'aventure des Jeux à leur population, même s'ils n'étaient pas à Paris. Et ça, c'était une nouveauté. Alors ça, c'était le cadre. En termes de sens, vous avez compris, la vision mettre plus de sport dans la vie des Français, donc on avait une 15aine de dispositifs différents pour faire bouger les Français grâce à Terre de Jeux. Ça pouvait être venir participer à la semaine olympique et paralympique dans les écoles. Ça pouvait être venir à la journée olympique du 23 juin ou organiser un événement, une course pour gagner son dossard pour le premier marathon grand public des Jeux. Ça pouvait être installer du design actif dans les villes, dans les centres-villes,
dans les écoles pour faire bouger encore plus les Français. Et en termes de valorisation, eh bien, l'équipe de l'engagement, l'équipe de Raphaël, s'est occupée de raconter toutes ces histoires authentiques, les 5000 entités labellisées Terre de Jeux. Plus de 60 000 événements ont été créés autour de ce label. Ça a infusé partout en France pendant des années. On a préparé un peu le terrain. Et on a réussi du coup à passer de Paris 2024 à France 2024. La troisième communauté qu'on avait engagée, c'est celle des personnalités, des influenceurs. Donc avec Camille, on a créé un programme d'ambassadeurs. Quand je parle d'ambassadeurs, on parle de chanteurs, d'acteurs, de créateurs de contenu, de philosophes, de personnalités, etc. Et ces ambassadeurs, ils nous ont apporté une espèce de un retentissement en termes de communication, parce qu'ils avaient aussi eux-mêmes des communautés, de grandes communautés. On avait besoin d'eux quelque part pour avoir une petite musique positive sur les jeux, parce qu'on a été un petit peu challengés. C'est un euphémisme. Et donc ils nous ont aidés pour ça et pour avoir une certaine crédibilité sur nos sujets. C'était toujours mieux, par exemple, quand on parlait du développement durable et qu'on racontait qu'on avait réduit notre empreinte carbone par 2, quand Thomas Pesquet le racontait pour nous. Ou quand on parlait de changement de regard sur le handicap, Artus le faisait très bien avec son humour à lui. Ou quand on parlait de lutte contre la sédentarité, les médecins Marine L'Orphelin ou Michel Simès le faisaient bien mieux que nous. Quand Michel Simès vous dit qu'un enfant sédentaire est un adulte grabataire, ça fait réfléchir, ou que, désolé, la chaise tue plus que la cigarette, ça fait aussi réfléchir. En termes de valorisation, je tiens à dire qu'on ne les a pas rémunérés, on ne les a pas payés pour ça, ils l'ont fait parce qu'il y avait un sens très fort, parce qu'ils voulaient être connectés au jeu, parce qu'on les a aussi invités sur des temps forts, on les a invités aussi à participer à ce premier marathon grand public des Jeux, Denis Brognard l'a fait par exemple, et bien d'autres, et on les a invités pour certains à porter la flamme. Et là on voit une photo de Jamel Debbouze, qui porte la flamme, qui avait insisté pour porter la flamme dans son quartier natal de Barbès. Il avait mis une atmosphère, une ambiance assez dingue, je pense qu'il va s'en souvenir longtemps. La personne qui a juste à la pointe de la flamme, c'est justement Camille. La dernière communauté qu'on avait engagée, c'était peut-être la plus compliquée, parce qu'elle est la plus grande, c'était le grand public. Le grand public avait différents programmes. Le premier programme, c'était le programme des volontaires. Vous savez, 45 000 volontaires, peut-être qu'il y en a certains dans la salle. Vous étiez le visage des Jeux. C'était piloté par les ressources humaines chez nous. Le deuxième programme, c'était le programme pour engager tous les sportifs. On avait créé une plateforme digitale qui s'appelait le Club Paris 2024, une plateforme digitale gratuite. On a fini avec plus de 5 millions de membres sur cette plateforme pour vivre des émotions incroyables, rencontrer ces athlètes, gagner aussi son dossard pour le marathon grand public des Jeux. Et le troisième programme qui était complètement inédit, qui n'avait jamais été fait aux Jeux, c'est les carrés de supporters. On a créé des carrés de supporters pour mettre l'ambiance sur les 1000 sessions olympiques et paralympiques. Qu'à chaque fois, quand on rentre dans un stade, il se passe quelque chose, une ambiance incroyable, parce qu'on avait prévu des endroits spécifiques où on avait mis des supporters et des leaders d'ambiance. 1000 leaders d'ambiance qu'on est allé détecter et recruter partout en France 2 ans avant, une vingtaine d'événements testés avant de voir ça, avant de voir cette image, d'ailleurs qui est le 24 juillet aussi, mais là au Stade de France pour le premier match de l'équipe de France de rugby. Et peut-être que la magie des Jeux, quelque part, en plus des athlètes, c'est aussi ces leaders d'ambiance qui ont porté des grosses têtes, qui ont porté ces drapeaux, qui ont tapé sur des tambours, qui ont chanté, qui ont déclenché cette ferveur. Alors peut-être que, pour conclure, vous avez compris le super pouvoir des communautés, comment aussi toutes ces petites histoires ont fait la grande. Nous, on a beaucoup cru en ça, en remettant quelque part l'humain au cœur de la machine. Et c'est peut-être ça aussi le paradoxe de Paris 2024. On s'attend à tout le temps des grands événements, une grande stratégie. OK, on a été certainement très ambitieux, mais il y a eu surtout une stratégie de petits pas qui a été opérée,
avec les communautés, les individus au cœur de cette stratégie-là, sans avoir peur d'être très ambitieux, de se tromper, on s'est trompé beaucoup, de maintenir le cap, de s'adapter et de continuer. Alors, pour finir, je voulais juste partager avec vous quelques photos de mon album, photos des Jeux de ces 9 ans. Il n'y en a pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. La première photo, c'est celle-ci. Elle est assez émouvante, cette photo, parce que c'est le dernier rassemblement qu'on a fait avec mon équipe Paris 2024, avec l'engagement chez moi, après la fin de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Donc, avec certains, on avait travaillé 9 ans ensemble. Donc là, on savait que c'était la fin. Et cette équipe a réussi à engager la France entière. Cette équipe a beaucoup, beaucoup donné. Beaucoup. Mais elle a beaucoup reçu aussi. Et c'est un petit peu ça, l'engagement. C'est qu'on reçoit beaucoup. Moi, j'ai beaucoup reçu de cette équipe et je les remercie infiniment. La deuxième photo que je voulais partager avec vous, c'est celle-ci. C'est un carré de supporters, vous l'aurez compris. Et ce qui est incroyable, à un moment donné, avec tous ces programmes, ces communautés, c'est que tout s'imbrique. Tous ces programmes s'imbriquent les uns dans les autres. Et que là, certainement, vous avez des salariés de Paris 2024. Vous avez des membres du club Paris 2024 qu'on a sélectionnés pour être dans ces carrés. Vous avez certainement des leaders d'ambiance, évidemment, des personnalités. On avait même proposé et mis Omar Sy dans un carré de supporters pour encourager son copain Teddy Riner au milieu du grand public. Et là, pour la petite anecdote, vous voyez la grosse tête d'Antoine Griezmann, parce qu'au tout début des Jeux, il allait dans différentes compétitions. À chaque fois qu'il allait dans un stade, on gagnait une médaille. Et il le faisait savoir sur les réseaux sociaux. Donc on s'est dit, il ne peut pas être partout, donc on va lui faire une grosse tête et on va le mettre dans tous les stades pour nous porter bonheur. J'ai une dernière photo quand même. C'est même une vidéo. J'ai une vidéo à vous proposer qui vient d'une idée. Qui vient d'idée de Raphaël. Vous vous souvenez, monsieur, plus d'une idée à la seconde. Et son idée, c'était, il est venu me voir juste avant les Jeux, avant le début des Jeux, et il m'a dit, on a un petit sujet, parce qu'il y a beaucoup d'objets des Jeux, des bâches, des drapeaux, des tenues des volontaires, des tenues des salariés, qui vont être mis juste à la poubelle à la fin des Jeux. C'est comme ça, on ne peut pas les stocker, ça part à la benne. Il me dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on les propose pour le grand public dans des villes terres de Jeux 2024. Je lui dis, super idée. Mais on n'a pas le temps, on a juste des jeux à livrer en fait. Donc là, c'est plus le moment de rajouter des idées. C'est ça qui était un peu frustrant parfois. Il me dit, si, l'économie circulaire, la deuxième vie, c'est génial, ça va être top. Je dis, non, c'est pas possible. Bref, on l'a fait. Il était très pugnace. J'y croyais pas du tout, mais pas du tout. Et effectivement, comme vous allez pouvoir le voir, ça n'a pas du tout marché. Donc j'avais raison. On a organisé 24 braderies partout en France, dans des villes terres de jeux, pour que les gens puissent repartir avec un petit bout des Jeux. Là, vous êtes sur la première braderie à Pantin. Les gens avaient attendu 9 heures. Il y a plus d'1 kilomètre de queue, donc la vidéo dure un petit peu de temps. Mais c'est aussi ça le super pouvoir des communautés qui nous a dépassés à un moment donné. Alors, ce que je vous propose ce soir pour conclure, c'est de vous aussi de repartir peut-être avec un petit bout des Jeux. Et pour la première fois de l'histoire d'un TEDx, vous allez être là acteur du TEDx Chantilly. Ce que je vous propose ce soir, c'est de refaire un petit clin d'œil à Paris 2024 et qu'on crée tous ensemble un carré de supporters.